on a ignoré les résultats des premiers clonages réalisés en 1956 chez des amphibiens. Les noyaux perdent les capacités de celui de l'œuf à un stade du développement plus ou moins avancé selon les tissus, ce qui se manifeste chez l'embryon cloné par le blocage du développement à un stade plus ou moins précoce. Ces résultats sont justifiés par des rejets de chromosomes ou de fragments de chromosomes observés au microscope à des stades précis de la différenciation de divers tissus. Par ailleurs, en élaborant les projets de clonage, on a ignoré que depuis longtemps, on a identifié des copies de gènes dans le cytoplasme des ovules de certaines espèces animales. Il y a tout lieu de penser que ces copies sont intégrées dans les noyaux au cours de la segmentation de l'œuf. Ces faits auraient dû être vérifiés en ce qui concerne les ovules humains avant d'affirmer qu'avec le clonage, on obtiendrait une copie conforme du donneur du noyau. Et ce qui a suscité des critiques à l'encontre des résultats des premiers clonages, c'est le transfert des noyaux à l'aide d'une micropipette. Pour avoir l'assurance qu'il n'est pas lésé, on a fait fusionner l'ovule énucléé avec une cellule prélevée dans un tissu du donneur. Le succès de la méthode a été justifié par la naissance de la brebis Dolly. Mais on n'a pas cherché à expliquer pourquoi les autres œufs clonés, de la même manière, il y en avait 247, n'ont pas engendré d'embryon après s'être segmentés. Ces échecs pourtant étaient prévisibles, car on sait que la genèse des ébauches, des organes, est enclenchée à la suite de déplacements d'une partie des cellules engendrées par la segmentation de l'œuf, et qui apportent à d'autres des informations dont elles ont besoin pour continuer à se différencier et à former les ébauches des organes. Par exemple, on sait depuis longtemps, les genres de modification, par exemple l'addition de chlorure de sodium, empêche les cellules qui devaient pénétrer à l'intérieur d'y rentrer, et les cellules donc, qui restent à l'extérieur, étant privées d'informations, dégénèrent. Et le développement est bloqué à ce stade. Alors, il est évident que ce genre d'accident est inévitable lorsqu'une cellule prélevée dans un organisme adulte est greffée sur un ovule énucléé, puisqu'elle libère dans son cytoplasme des molécules qui lui sont étrangères. Alors, supposons que grâce à la recherche fondamentale, on ait découvert un moyen infaillible pour que des cellules embryonnaires transférées à un organisme développé ne soient pas rejetées. Encore faudrait-il avoir l'assurance que ces cellules pourront s'intégrer normalement. Pour cela, il faudrait que dès le stade peu avancé du développement où elles acquièrent leur identité tissulaire définitive, les cellules embryonnaires se mettent à fonctionner exactement comme celles du tissu adulte dans lequel elles doivent s'intégrer, ou bien qu'elles reçoivent de leur nouvel environnement les informations nécessaires à l'achèvement normal de leur différenciation. Les résultats incontestables d'expériences très simples suffisent pour affirmer que cette intégration est impossible. Par exemple, la métamorphose du tétard en grenouille est enclenchée par l'entrée en fonction de la thyroïde. Sous l'influence de la thyroxine qu'elle libère dans la circulation sanguine, certains tissus deviennent fonctionnels, notamment le poumon. D'autres modifient leur synthèse. La peau qui était noire devient verte. On peut déclencher une métamorphose anticipée en injectant cette hormone dans un tétard. Mais le traitement n'a pas d'effet s'il est pratiqué avant l'apparition des opercules qui recouvrent les branchies. Cela montre que les tissus ne sont pas encore compétents pour répondre normalement à la modification de leur environnement lorsque l'hormone apparaît dans le sang. Alors certains chercheurs ont jugé plus commode de fabriquer in vitro les tissus destinés à être greffés. Probablement cette méthode ajoute une cause supplémentaire d'échec. Certaines expériences ont en effet montré
qu'un tissu de l'embryon, dont on a modifié l'environnement avec son induction, par exemple, si on a remplacé son inducteur naturel in vivo, est incapable de s'organiser normalement. On a également ignoré que les cellules peuvent changer d'identité tissulaire jusqu'à un stade plus ou moins avancé du développement si un changement de cohésion leur est imposé, ce qu'on appelle une transdifférenciation. Ce fait a été sans doute négligé parce qu'il est incompréhensible si on attribue à une réactivation des gènes l'acquisition de l'activité, de l'identité tissulaire définitive. Or, l'analyse moléculaire a montré, lorsque un tissu a acquis son identité définitive, c'est parce que les substances spécifiques qui le font fonctionner ont une concentration qui dépasse un seuil de différenciation. Et ces molécules étaient déjà synthétisées au préalable. Donc, si vous voulez, avant une induction, les métabolismes spécifiques des deux tissus qui seront engendrés ont été amplifiés. Sous l'influence de l'inducteur, ce sont certains métabolismes, n'est-ce pas, qui dépassent le seuil de différenciation, les autres restant en dessous. Et ça, c'est valable aussi pour le tissu non induit. Mais si un changement de cohésion se produit, il est possible que les métabolismes spécifiques soient conservés encore et s'amplifient. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un changement d'identité tissulaire, c'est-à-dire une transdifférenciation. Et cette transdifférenciation, suivant les tissus et les espèces, elle peut se produire jusqu'à un stade avancé ou même chez l'adulte. Donc, en prélevant ces tissus chez l'embryon et en les projetant chez l'adulte, eh bien, par exemple, on pourrait obtenir du muscle avec du cartilage, hein, et tout ordre de choses identiques. Alors, il ne faut pas non plus négliger le fait que l'organisme adulte est un système dont l'organisation est maintenue par une communication incessante entre les cellules. Une modification topographique résultant de l'introduction de cellules, même normales, peut entraîner une dédifférenciation de certaines cellules voisines ou leur cytolyse, ou modifier leur taux de prolifération, en fin de compte, provoquer la cancérisation. Alors que j'achevais la préparation de cette conférence, les médias ont annoncé une nouvelle prouesse technique qui suscite l'admiration, en même temps qu'elle met fin à certains préjugés sur les mécanismes de la différenciation tissulaire. Il est maintenant possible de ramener certaines cellules de l'organisme adulte à l'état de cellules souches embryonnaires. Et donc, par des traitements appropriés, on compte fabriquer des tissus comme avec les cellules souches embryonnaires. Alors on comprend que les défenseurs du droit de naître ont déjà manifesté leur satisfaction. Mais on sait que l'acquisition de l'identité tissulaire n'est pas celle des propriétés du tissu de l'adulte. Avec leur transfert à des malades, on peut s'attendre à des homicides involontaires, comme ceux qui ont résulté des essais des thérapies géniques aux USA, relatés par le journal britannique The Guardian, 691 décès ou aggravations de l'état des malades. Voilà pourquoi il est urgent de reconsidérer les acquis de l'embryologie expérimentale, dont l'enseignement a été supprimé dans des facultés de médecine et des sciences, sous prétexte qu'il n'intéressait plus personne, et remplacé par une biologie du développement qui, soumise au réductionnisme hiérarchique, ignore l'embryon réel.